Ils ont choisi de faire de l'exigence d'un cessez-le-feu à Gaza l'axe principal de leur campagne européenne. Les Insoumis au cœur des débats à gauche à tout juste un mois des élections. Ce sera dans un mois, demain très exactement. L'une des cadres du parti de Jean-Luc Mélenchon est l'invitée du grand entretien de la matinale ce matin. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Vous êtes députée LFI du Val-de-Marne et responsable du programme de la France Insoumise, le programme L'Avenir en commun. Auditeur d'Inter, le standard est ouvert 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'application de France Inter. Parlons de Gaza justement, Clémence Guettet, pour commencer. Les pourparlers au Caire se poursuivent pour une trêve. Le Hamas parle de dernière chance de revoir les otages vivants. L'armée israélienne a déployé des chars dans la ville de Rafah et continue de bombarder la bande de Gaza. Vous pensez qu'une trêve, voire un cessez-le-feu est toujours possible? Vous avez encore espoir? Bien sûr, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut donc que les négociations continuent. C'est maintenant un impératif et une urgence extrême, puisque comme vous le savez, ça fait plusieurs mois maintenant que la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque génocidaire, et que maintenant, très concrètement, l'offensive à Rafah menace plus de 2 millions de personnes qui sont entassées là, dans un espace qui est tout petit, un risque de famine énorme, puisque les convois humanitaires ne peuvent plus y accéder, et parmi toutes ces personnes, c'est la moitié d'enfants. Donc là, on est dans une urgence totale, et on pense que, évidemment, la France doit pouvoir agir encore davantage, avec plus de clarté, pour exiger un cessez-le-feu et mettre toutes ses forces dans cette négociation. Justement, la France, la plupart des gouvernements occidentaux, l'ONU mettent en garde le gouvernement israélien contre une offensive sur la ville de Rafah et sur plus généralement la situation humanitaire plus que catastrophique dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous attendez de plus? On attend des mesures concrètes, c'est-à-dire que le président Macron a, par exemple, écrit une tribune pour demander un cessez-le-feu. Le gouvernement, par les questions au gouvernement, nous dit qu'ils sont contre l'offensive à Rafah, mais c'est totalement insuffisant. Et il y a des pays, je pense par exemple au Canada, qui ont déclaré un embargo sur les livraisons d'armes à Israël pour ne pas être complices de ce qui se passe aujourd'hui. On parle de massacres, on parle de gamins qui perdent la vie, qui sont écrasés. Vous avez vu sans doute comme moi ces images absolument terribles. Et donc là, il y a une urgence. Sur les armes, la France livre très peu d'armes à Israël. Très peu, mais d'accord, mais sont uniquement des armes défensives pour le fameux dôme de fer. Non, mais là, on parle d'un risque génocidaire. Donc, on ne peut pas être complice de cette situation. Donc, il faut un embargo. Il faut des pressions économiques aussi sur Israël. Il faut, comme d'autres pays l'ont fait et vont le faire très, très rapidement, par exemple l'Espagne, reconnaître l'État palestinien, continuer de porter la voix de cette solution à deux États qui est prônée par les résolutions de l'ONU. Il faut là mettre toutes nos forces. On est dans une situation absolument terrible, et je ne veux pas, et comme plein de gens de ma génération et comme plein de gens en France, je ne veux pas que on se réveille trop tard, que la situation soit déjà absolument catastrophique, et que Netanyahou aille jusqu'au bout de son projet complètement fou. Voilà. Un mot pour clarifier sur cette solution à deux États que vous évoquez. Je crois qu'elle ne figure plus dans votre programme noir sur blanc. Vous parlez de reconnaissance de l'État de Palestine, mais plus de solution à deux États. Si, vous nous aurez mal lu. Si, c'est la solution à deux États. On s'accroche au droit international, aux résolutions de l'ONU, à toutes les négociations les plus avancées sur cette question, et donc évidemment la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Pourquoi avoir choisi de placer cette question, donc le sort des Palestiniens, au cœur de votre campagne européenne? Parce que ça se déroule aujourd'hui, et parce que c'est un enjeu européen. Ça a été démontré à de multiples reprises, notamment par Manon Aubry, qui est notre tête de liste pour les élections du 9 juin. L'Union européenne, par exemple, pourrait rompre son accord d'association avec Israël. Donc c'est un enjeu européen de diplomatie et de ce qu'on peut porter en matière de solutions pour le cessez-le-feu, pour la paix. Et que par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, mais en France, y compris, c'est difficile de porter cette question dans le climat actuel de censure, de répression. Je fais bien sûr référence à la convocation de Mathilde Panot et de Rima Hassan pour apologie du terrorisme, qui est une démarche complètement destinée à intimider, à faire taire. Et d'ailleurs, j'en profite d'être sur cette antenne pour soutenir Guillaume Meurice, qui a eu lui aussi le courage de porter cette question, et soutenir également toute l'intersyndicale de votre antenne qui sera en grève le 12 mai. Pour préciser, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, Guillaume Meurice, humoriste de France Inter, dont
donc qui est suspendu dans l'attente d'une convocation et d'une éventuelle sanction par la présidence de Radio France. Voilà, et ça a toujours été l'apanage des humoristes de se moquer des puissants. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de Monsieur Netanyahou. Je pense aussi, de la même façon que je pense à Guillaume Meurice, qui est médiatisé, mais à celles et ceux qui se sont aussi vus poursuivis et qui sont moins connus, qui sont des citoyens ordinaires, qui peuvent perdre leur boulot. Je pense aussi aux étudiants de la Sorbonne, qui étaient en garde à vue toute la nuit parce qu'ils ont fait une mobilisation pacifique dans leur université, comme plein d'étudiants, comme plein de lycéens qui se font évacuer de manière extrêmement violente par les forces de l'ordre. Vous dites aujourd'hui il y a une censure en France, on ne peut pas défendre il y a un clair problème, oui. La population palestinienne en France aujourd'hui, librement. Il y a un clair problème de confusion sur le fait que porter de manière pacifique, totalement pacifique, les étudiants, je suis allée à plusieurs rassemblements, vraiment se mobilisent parce que c'est une jeunesse consciente du massacre qui se déroule et qui veut pouvoir dire, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas dans plein de pays, son indignation, sa révolte avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire ceux d'une mobilisation. Vous parlez de confusion, est-ce qu'il n'y en a pas des deux côtés quand par exemple sur votre conférence qui a été interdite à Lille figurait le logo c'est le logo d'une association étudiante. La carte aujourd'hui d'Israël et des territoires palestiniens en rouge, donc avec qui laisserait à penser que l'État d'Israël aurait disparu. C'est le logo d'une association étudiante qui est autorisée dans cette université à Lille. Donc vous voyez que je pense qu'il y a des polémiques qui sont créées, qui peuvent avoir un impact d'ailleurs, parce que sans doute des gens peuvent être perturbés par ça, mais alors que les étudiants sont d'une clarté, enfin, je veux dire, pour être allés à ces rassemblements, ils veulent que les massacres cessent, ils se mettent à la place des jeunes palestiniens qui vivent dans la peur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de cette urgence-là. Et donc, vraiment, gloire à eux de tenir bon, de se mobiliser, de faire passer ce message très fermement. Vous jugez manifestement qu'aucun autre parti n'est assez clair sur la situation aujourd'hui au Proche-Orient, et en particulier les partis de gauche à qui vous en prenez souvent sur cette question. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Ils réclament eux aussi un cessez-le-feu, tout comme vous. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas assez clairs? Je leur reproche d'abord, pour certains, de nous avoir quand même insultés et d'une certaine façon d'avoir participé, de nous stigmatiser sur cette question. C'est-à-dire idiot utile du Hamas, ça n'est pas une expression neutre, non dénuée d'implication. Ça faisait référence au communiqué du 7 octobre dans lequel nous étions extrêmement clairs dans ce communiqué du 7 octobre. Mais franchement, c'est une plaisanterie. Nous avons immédiatement condamné l'attaque monstrueuse du 7 octobre. Nous continuons de demander la libération des otages. Donc je dénonce une forme d'instrumentalisation politicienne. Et aujourd'hui, ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont... Pour plus de 40 000 personnes qui sont déjà morts, et pour des milliers et des milliers d'entre eux qui sont menacés de manière imminente. Donc il est temps que tout le monde parle de façon extrêmement claire, et pour notre part, c'est ce que nous avons fait en demandant un cessez-le-feu immédiatement. Je vous repose la question, les autres partis de gauche, le PS, les écologistes, les communistes, ne sont pas assez clairs sur cette question. Encore une fois, eux aussi demandent un cessez-le-feu. Oui, mais par exemple sur la question du soutien aux étudiants qui se mobilisent aujourd'hui, je trouve que pour ce qui est par exemple de Monsieur Glucksmann, il n'a pas été clair toujours sur cette question. Il a d'abord soutenu l'ordre d'évacuation de certaines universités qui étaient mobilisées. Il met toujours des conditions au rassemblement de ces étudiants, et je pense que ça participe à une certaine confusion, un manque de clarté. Qui est la tête de liste véritable de votre parti dans ces élections européennes? Est-ce que c'est Manon Aubry qui est en première position sur la liste, ou est-ce que c'est Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, qui est en 7e position et qu'on voit plus que votre tête de liste, il faut le dire? Alors, on voit pas plus Rima Hassan. Bon, déjà, je vais quand même dire ma fierté, à nouveau, qu'elle soit sur notre liste, parce qu'elle a un courage extraordinaire, franchement, vu les attaques dont elle est l'objet. C'est une juriste, c'est une femme brillante, qui parle la langue du droit international, qui est extrêmement engagée sur la question palestinienne, et évidemment, vu le contexte, et le début de notre interview le montre, sa voix compte énormément pour nous, et pour porter la voix de la paix, pour que le 9 juin,
des gens se déplacent et viennent voter. Manon Aubry fait une campagne extraordinaire. Elle a pour elle... On vous entend beaucoup moins sur les questions de prédilection de Manon Aubry, c'est-à-dire mais interrogez-moi sur toutes ces questions. Contre l'évasion, contre les géants de la finance internationale. Interrogez-moi sur tous ces sujets, je n'ai aucun problème à les porter, bien au contraire. Et Manon Aubry mène une campagne extraordinaire. La semaine dernière, à Grenoble, nous avons dû ouvrir 3 salles tellement notre réunion publique était pleine. Elle va continuer de faire des meetings. Il y en a un à Amiens, il y en a un à Bordeaux, rien que pour la semaine prochaine. Nous faisons des porte-à-porte. La première phase de notre campagne, c'était l'inscription sur les listes électorales. Nous avons eu le plaisir de constater que cette campagne, malgré l'inaction du gouvernement, elle a porté ses fruits, puisque dans plein de villes, on a constaté que plein de gens s'étaient inscrits, alors qu'ils n'étaient plus inscrits, pour aller voter le 9 juin. Et Manon Aubry continue de porter des sujets comme la lutte contre cette grande cure d'austérité européenne qui nous est imposée parce qu'elle a été décidée là, et le fait d'envoyer des insoumis au Parlement européen sera une bonne nouvelle. J'ajoute qu'il y a 80 personnes sur cette liste. Et ma fierté, ce sera quand Anthony Smith, qui est inspecteur du travail, sera élu député européen, Rima Hassan, j'en ai parlé, Younous Omarji, qui est réunionnais, qui est le deuxième, qui est sur notre liste, qui est président de la commission des régions. Je veux tous ces eurodéputés insoumis le 9 juin, et Manon Aubry, pour ça, est une porte-parole extraordinaire. Alors, vous dites ceux qui sont pour la paix doivent se mobiliser, puisqu'encore une fois, cette question du sort des Palestiniens est au cœur de votre campagne et vous en faites un élément clé pour mobiliser un électorat. Mais la façon dont vous le dites, vous voyez, c'est quand même étrange. Il y a un génocide en cours. C'est pas nous qui en faisons un enjeu électoral. C'est une urgence humaine. Parfois, je me demande, quand on se rend dans des médias ou la façon dont certains commentateurs politiques commentent cette campagne, je me demande où est placée leur humanité. Il y a des gamins qui meurent toutes les 10 minutes, un enfant est tué ou blessé à Gaza. Personne ne le conteste et on en parle tous les jours, bien évidemment, sur cette antenne. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Il y a des stratégies dans les campagnes électorales, y compris sur les sujets les plus graves. Et le fait est, encore une fois, vous l'avez tout à fait admis au début de cette interview sans problème, que cette question est au cœur de votre campagne. Quand on regarde les sondages, vous êtes toujours autour de 7%. Ça dépend des sondages. Le résultat du dernier sondage Ipsos pour Radio France notamment, c'est-à-dire à peu près votre score de 2019, les dernières européennes. Est-ce que finalement ce que vous visez, c'est surtout 2027 aujourd'hui, en vous disant que ces élections européennes de toute façon ne vous sont pas favorables compte tenu de la sociologie de votre électorat? On est en porte-à-porte avec les militants partout dans le pays. Vous avez parlé d'un sondage, il y en a un autre hier qui nous donnait à 8,5 et qui par ailleurs montre que la seule liste à gauche qui est dans une dynamique positive, c'est celle qui est menée par Manon Aubry. Les autres sont plutôt en train de redescendre. À l'approche d'un scrutin, c'est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, vous connaissez notre opinion sur les sondages et le fait que généralement ils nous sous-estiment. Donc il reste un mois de campagne et on va y mettre toutes nos forces. Quand l'extrême droite est donnée si haut dans les sondages, même s'ils valent ce qu'ils valent, évidemment, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut se concentrer sur cette campagne européenne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est la seule élection nationale avant celle de 2027, la présidentielle, et que les gens doivent comprendre qu'il y a quelque chose à jouer dans le rapport de force politique de ce pays. À quelle place sera l'extrême droite, à quelle place sera la gauche, et dans le fait que à la présidentielle de 2022, un programme de rupture, une option de rupture radicale avait été tranchée avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon à gauche, et qu'il y a aussi un enjeu à confirmer cette dynamique politique-là. Une question, Clémence Guettet, pour vous au standard de France Inter, de la part de Nora. Bonjour Nora. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Alors écoutez, je suis quand même assez étonnée, j'écoute régulièrement les France Inter, les médias, et je ne comprends pas cet acharnement médiatique à l'encontre de la France insoumise. Et vous avez le sentiment qu'il y a un acharnement de la part de France Inter ? La France insoumise et l'extrême droite, je suis quand même étonnée. Et je tenais à vous remercier aussi pour ce que vous faites pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous êtes vraiment l'honneur de la France. Merci. Votre question, Nora ? Ma question, c'est pourquoi cet acharnement médiatique contre la France insoumise ?
Clémence Guettet, votre avis, est-ce qu'il y a un acharnement médiatique ce matin contre vous? Je ne sais pas, mais répondez à la question de déjà, Nora. je remercie Nora pour son mot et puis pour son soutien surtout. Et j'avoue que c'est ça qui nous fait tenir pour faire de la politique. On a beaucoup de remerciements comme ça sur le terrain quand on fait campagne, et c'est très touchant parce que on le fait pour porter des idées, pour porter une voix qui nous semble devoir être représentée. Et c'est vrai que je rejoins son analyse sur le fait que depuis quelques années, et ça s'est accentué ces derniers mois, parfois on va sur des plateaux, franchement, comme pour aller se défendre avec des accusations, des insinuations, et que moi non plus, en fait, je ne comprends pas cet acharnement, je ne comprends pas que l'extrême droite ne soit pas davantage démasquée dans son imposture sociale, parce qu'il faut voir les votes du Rassemblement national à l'Assemblée, qui votent contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre une allocation d'autonomie pour les jeunes, et puis dans leur continuité d'histoire raciste, antisémite. Et donc c'est vrai que ce changement, il y a quelques années, on n'invitait pas l'extrême droite sur les plateaux, et puis surtout il y avait beaucoup plus d'analyse sur ce qu'ils portent, sur ce qu'ils sont, sur qui est sur leur liste, etc. Et là c'est vrai que M. Bardella, franchement, se balade, est très peu interrogé, et quant à nous, nous continuerons de porter nos convictions de façon intègre et la plus courageuse possible. Il est interrogé, Jordan Bardella, sur cette antenne. Il était à votre place pas plus tard qu'hier. Vous parliez d'accusations à votre rencontre lundi soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Gabriel Attal vous a reproché d'agiter les haines et de commettre les sous-entendus les plus indignes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que c'est lui qui est indigne. C'est le Premier ministre. Ce lundi soir, c'était l'offensive à Rafah. Et à ce moment-là, il n'a pas un mot sur cette situation et il juge opportun de faire une énième polémique de plus, parce qu'en fait il y a ce qui est très vu, c'est-à-dire les déclarations du Premier ministre, mais le lendemain, en question au gouvernement, les ministres aussi ont fait des insinuations qui sont indignes et pas à la hauteur de la situation. Quand il évoque ce bilan de 366 faits antisémites recensés entre janvier et mars, plus 300% par rapport à 2023, comment vous réagissez à ces chiffres ? C'est des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Et puis d'abord, en premier lieu, j'apporte évidemment tout mon soutien à celles et ceux qui peuvent être victimes d'actes ou de propos antisémites. Pour notre part, nous avons été toujours de la lutte contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme évidemment. Et puis je crois que, pour revenir à l'extrême droite, puisque c'était ce dont je parlais juste avant, il y a vraiment un travail à accentuer, notamment de la part des médias, mais de tous les responsables politiques, sur le fait de continuer de démasquer l'extrême droite. Le 15e sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes a tressé les louanges des soldats de la Wehrmacht, par exemple. Il y a un député que j'ai en face de moi chaque semaine dans l'hémicycle qui tenait une librairie antisémite. Et je crois qu'il faut réaffirmer très clairement les limites de l'expression de tels propos ou de l'entrée de ces personnes dans la vie politique, dans la vie publique, et être d'une clarté absolue sur la dénonciation et la lutte contre les actes et les propos antisémites. Vous, y compris par certains de vos alliés ou anciens alliés de la NUPES, êtes accusé de flirter avec la ligne jaune. Ce sont les mots du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après une tribune de Jean-Luc Mélenchon dans laquelle il s'en prend à son ancien ami, le socialiste Jérôme Guedj, en le ramenant justement, en lui reprochant ses positions sur le conflit au Proche-Orient et en le ramenant justement à son judaïsme. Ça n'est pas ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il parle de la laisse de ses adhésions et l'accuse de renier les principes les plus constants de la gauche du judaïsme en France. Il parle du Parti socialiste. Nous ne ramenons pas les gens à leur religion, ça n'est pas notre prisme, ça n'est pas la façon dont nous voyons les choses. Et il est clair que quand certains partagent une tribune avec Meyer Habib, par exemple, qui fait chaque semaine dans l'hémicycle l'apologie du génocide avec des propos outranciers, atroces, il est clair qu'à notre avis, certains ont perdu leur boussole et la façon dont il faudrait mener ces combats tous ensemble.
Le président chinois Xi Jinping vient de passer 3 jours en France, reçu avec les honneurs par Emmanuel Macron, qui l'a même amené avec lui dans le village de la Mongie, dans les Pyrénées, village de la grand-mère du président de la République. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron, de dérouler ainsi le tapis rouge au président chinois ? À partir du moment où on accueille le président chinois, on le reçoit dans de bonnes conditions. Voilà. J'entendais Pascal Boniface qui disait on va pas l'emmener chez un resto qui fait des pizzas et l'accueillir à l'hôtel Ibis. Je partage, je trouve que c'est une formule amusante, je partage ça. On reçoit le président chinois, c'est une visite diplomatique. Parce que c'était Raphaël Glucksmann, notamment, donc tête de liste PS Place Publique, qui reprochait à Emmanuel Macron d'accorder trop d'honneur à Xi Jinping. Mais qu'est-ce qu'il propose ? À partir du moment où on le reçoit, on est dans le fil de 60 ans de relations diplomatiques avec la Chine, qui a été initiée par le général de Gaulle, qui n'était pas maoïste. Monsieur Glucksmann fait de la politique ou de la géopolitique sur Instagram, mais si on est un petit peu consistant, la Chine n'est ni un ami ni un ennemi. Pour certains sujets, je suis désolée, mais nous sommes obligés de fonctionner avec la Chine. Par exemple, la lutte contre le changement climatique, c'est à l'échelle globale. Pour d'autres sujets, et notamment industriels et économiques, c'est un rude concurrent à qui il faut mettre des limites. La réponse, c'est du protectionnisme. C'est un enjeu tout à fait européen dont nous n'avons pour l'instant pas beaucoup parlé, mais qui se réglera aussi par le choix de la liste de Manon Aubry le 9 juin. Une question de Jean-Pierre pour vous au standard. Clémence Guettet. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. C'est à vous. Oui, bonjour. Je comprends votre indignation sur les morts de Gaza, mais je ne comprends pas votre absence d'indignation sur tous les morts d'Ukraine. Il y en a au moins 10 fois plus, alors que l'Ukraine n'a rien fait pour subir cette agression, alors qu'Israël a subi aussi une agression. Votre réaction à ça ? Clémence Guettet. Merci Jean-Pierre pour votre question. Alors, nous n'avons pas d'indignation à géométrie variable et nous avons toujours dit que la violation des frontières par la Russie était punie par le droit international. Nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons par ailleurs au Parlement européen voté à chaque fois qu'il fallait aider l'Ukraine, en soutien à l'Ukraine. Nous avons toujours voté en faveur de ça et nous avons été là aussi, je crois, constants, c'est-à-dire de la même manière que nous disons il faut des négociations pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza, nous avons dit il faut des négociations pour arriver à la paix, un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine de manière durable. Et d'ailleurs, le président Zelensky lui-même l'a dit, il a proposé un plan de paix, il a dit qu'il était prêt à des négociations. Et donc, à condition de revenir aux frontières d'avant 2014. Il a dit qu'il était favorable, par exemple, à un référendum d'autodétermination dans certaines régions, la Crimée et le Donbass en particulier. Donc, je crois que pour notre position, nous avons toujours été extrêmement clairs sur le fait que des solutions, s'il y en a, elles sont diplomatiques et qu'il faut faire taire les armes. Ce dont on parle aujourd'hui en Ukraine, c'est des gens qui se battent autour de 15 centrales nucléaires. C'est un risque planétaire, des milliers de vies, et ça a été dit par Jean-Pierre, des milliers de vies ont déjà été perdues, et vraiment il faut mettre là aussi toutes nos forces pour une solution diplomatique et un cessez-le-feu. Je voudrais qu'on parle juste pour terminer de la PMA qui a été ouverte en 2021 aux couples de femmes et aux femmes seules dans la loi, mais vous dites que ça va pas assez vite, enfin que les délais sont beaucoup trop longs encore, et vous avez proposé à l'Assemblée nationale une résolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle pourrait améliorer les choses ? Donc en 2021, il y a eu la loi bioéthique. Avant, c'était réservé la PMA pour les couples hétérosexuels, et puis ça a été ouvert aux femmes seules, aux couples lesbiens et à celles et ceux qui avaient donc des projets parentaux. Et on a vu un afflux de candidatures parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont envie de faire famille et qui ne le peuvent pas pour différentes raisons. Et Monsieur Véran s'était engagé à un délai de 6 mois. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 1 an et demi, 2 ans. Ce qui fait que des femmes continuent d'aller à l'étranger pour recourir à des parcours qui sont payants. Et donc, j'ai déposé une résolution pour enjoindre le gouvernement à respecter ses promesses et à faire de ce droit un droit garanti dans les faits. Quand vous lisez Emmanuel Macron dans le magazine Elle ce matin, dire qu'il s'engage à réduire les listes d'attente, ça va plutôt dans le bon sens. Il ne faut pas que ça reste des incantations, donc ça veut dire des moyens financiers.
financier, ça veut dire former des professionnels de santé, ça veut dire permettre à l'agence de biomédecine, par exemple, de faire des campagnes de rappel des donneurs de sperme et d'ovocytes pour qu'il y ait davantage de gamètes disponibles dans le pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Par ailleurs, l'interview du président dans Elle est à nouveau une grande œuvre réactionnaire. Franchement, il a un discours sur la question de la famille et de la parentalité qui est celui d'un autre temps. Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne et responsable du programme de LFI L'Avenir en commun. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. La revue de presse de